Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Rose, bienvenue dans ce test de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Pour une fois j'ai réussi à le dire en une fois, un test complet, je l'espère, et on est en compagnie de Volta. Coucou Volta. Ouais, salut. Blasé comme la dernière fois, donc la dernière fois Exactement. qu'on t'a vu sur ma chaîne, est-ce que c'était pas pour l'annonce de la Blackmagic, il me semble hein. Oui, on était au parc, il y avait l'église. Exactement, l'église et tout, le bon vieux temps. Bref, comme au bon vieux temps, on avait parlé de la précommande, de l'annonce de cette caméra, et la voilà, elle est devant nous. Enfin, devant nous, ça fait du bien, et ça fait 2 mois qu'on l'a, quasiment, quasiment jour pour jour. Clairement, on voulait faire la vidéo beaucoup plus tôt, mais on avait, d'une part, moi j'avais la flemme, et on avait aussi beaucoup de travail à côté. Bref, on n'a pas à se justifier. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette vidéo maintenant, de cette review, plutôt que le mois dernier? Tout simplement que on se rend compte que même plusieurs mois après la sortie annoncée, Blackmagic délivre ses caméras au compte-gouttes. Et à l'heure actuelle, c'est encore une des premières en Europe à être de sortie visiblement. Donc il y en a qui ont de la chance, hein. Emmanuel Pampuri, Mathieu Mizi, je sais plus quoi, qui est totalement blasé de la caméra. Mais cette fois-ci, on va faire une petite vidéo. On va essayer d'être un peu plus objectif, mais quand même assez subjectif aussi. Enfin, il y aura de l'objectif et du subjectif. Parce que il y a énormément de hype à propos de cette caméra. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? J'ai envie de briser le suspense. En tout cas, elle nous plaît super bien, clairement. Très franchement. Ouais. Plage dynamique, de ouf et tout. On va peut-être passer au menu. Et bien sûr, moi, j'ai dit, on va vous dire tout. On va vous faire une critique complète. Me connaissant, si je commence à parler, ça va faire une vidéo d'une demi-heure sans cut. Donc on s'est quand même préparé des petites notes, vous les voyez derrière ici sur l'ordi. Heureusement que bon, c'est pas pratique, hein, faut se retourner pour voir les notes. Mais on sait grosso modo quoi dire hein, sur cette caméra. Après 2 mois d'utilisation, on l'a utilisée en Suisse, en Belgique, en France bien évidemment. Non? Ah non. Peut-être, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Il y a des paysages magnifiques, des rushs à l'appel. Il y en aura que je vous mettrai dans cette vidéo. Il y aura des close-up sur cette vidéo. Je vais m'emmerder au montage, mais je vais sortir cette vidéo le plus vite possible. Mais de toute façon, si vous êtes là, vous la voyez la vidéo. Donc bienvenue et merci de regarder. C'est parti. Donc, pour en venir déjà, on va amener le sujet, les caractéristiques physiques, la bête, à quoi elle ressemble. Sur le côté, nous avons des magnifiques connectiques. Il y a du jack in et out, donc du 3.5, c'est ça, hein, que je dise pas de conneries. Un HDMI de type A, donc du HDMI tout à fait classique, aussi appelé HDMI full. Une entrée alimentation 12 volts, DC 12 volts, voilà. Du mini XLR pour l'audio, c'est génial. Et bien évidemment, l'USB type C qui va énormément nous intéresser sur, j'allais dire sur ce modèle, mais de toute façon, on ne va parler que de cette caméra. Mais l'USB type C qui est vraiment très intéressant. On y reviendra plus tard, mais enregistrement directement sur SSD et il me semble qu'on peut faire pas mal de trucs avec cette USB-C. Malheureusement, on vient de tester, on ne peut pas recharger par USB type C. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que c'était annoncé et ce n'est pas le cas. Sur le dessus de la bête, on a bien sûr le bouton du shutter pour activer, enfin pour lancer et arrêter l'enregistrement. À côté, un petit bouton de style, comment pourrait-on dire en français, capture d'écran. Ouais. Pour prendre une capture d'écran dans la vidéo. Exactement, donc c'est pas vraiment une photo, c'est plutôt un instantané de la vidéo en 4K. Ça sort du DNG, il me semble, un point de DNG, si je dis pas de conneries. Honnêtement, on s'en est très peu servi, hein. Faut savoir, faut surtout pas oublier que c'est avant tout une caméra cinéma, une caméra vidéo, c'est pas du tout fait pour prendre des photos. C'est vraiment pas le but premier. Si vous voulez un appareil photo à ce prix, à la limite prenez un GH4, GH5, enfin bref. Au-dessus, il y a 3 petits boutons que tu aimes bien utiliser, parce que c'est les boutons qui sont vraiment à fond
orienté vidéo, quoi. C'est pour vraiment faire les réglages principaux. Donc il y a le bouton des ISO, le bouton du shutter et le bouton de la balance des blancs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet? La balance des blancs, des profils, et on peut la régler en Kelvin, donc c'est... Donc ouais, il y a vraiment très tout qui est réglable en Kelvin avec la molette là, donc on voit... donc ça va de 2900 ou en tactile. Ou en tactile, c'est ça. Faut pas oublier qu'il y a toujours... On reparlera de l'ergonomie juste après, mais les menus sont magnifiques sur cette Blackmagic. Très intuitif. Comme dit, on y reviendra. Donc, bon, vraiment pour pas commencer à se paumer, parce qu'on se connaît, on va déjà se paumer. L'ISO, le shutter, la white balance, donc tout ça est gérable en tactile ou avec la molette. Les ISO qui vont de 100 à 25600. Le shutter qui peut être réglable selon le 1 centième, 1 cinquantième, 1 200e, etc. Ou alors avec l'angle du shutter. Là c'est une fonctionnalité que j'ai pas beaucoup essayé. Généralement je suis à 1 centième à 50 images par seconde, voilà. Et bien sûr la balance des blancs, on vient d'en parler, ça va de 25 000, qu'est-ce que je raconte, 2500 jusqu'à 10 000 Kelvin, voilà. Ensuite, bah c'est pas tout à fait tout pour les boutons sur le dessus, il y a 3 boutons de fonction entièrement personnalisables. Pour ces boutons de fonction, et je viens de vous le dire, ils sont totalement personnalisables. Personnellement, je les ai assignés sur un repère, comment pourrait-on dire, un repère de netteté, de mise au point, pour savoir si votre plan est net et mis au point, tout simplement. Focus assist. Voilà, focus assist. Je cherche le nom. Je suis tellement à fond sur la vidéo. Et merde, j'ai lancé l'enregistrement. Je suis tellement à fond sur la vidéo que j'en perds mes mots. Le deuxième bouton, moi je me le suis personnellement réglé sur les zébras. Et le troisième bouton sur le Clear HDMI Output, qui est, ma foi, des fonctionnalités qui sont basiques et que j'avais envie d'avoir sous la main. Voilà. On passe au bouton en façade. Il y a 2 boutons auto, mais c'est pas vraiment de l'auto continu, hein, bien sûr. Il y a l'auto shutter qui définit du coup votre exposition. Et on a également le bouton autofocus, le bouton autofocus qui fait le point une fois. Et si vous voulez un autofocus, techniquement on peut, mais faut spammer le bouton. Alors clairement, c'est pas destiné à ça. Faut préciser que c'est vraiment optimisé pour du puff focus. Et si on appuie plein de fois dessus, ça patine. Du puff focus, ça patine. On le sent bien qu'il y a du back, du front focus. Ça faut voir, clairment. Les 4 petits boutons en dessous, il y a le bouton High Frame Rate que je ne me sers pas énormément parce que je suis toujours en 1080p 50 personnellement. Et je le trouve assez mal implémenté pour le coup, parce que là, genre par exemple, si je suis en 1080-50 et que j'appuie sur High Frame Rate, ça reste en 50. Ça fait 50/50, je comprends pas vraiment. Peut-être que je suis juste con et que je sais pas m'en servir. Ensuite, il y a banalement un bouton loop pour vous aider à mettre au point plus facilement ou pour une loupe quoi. On va pas trop s'attarder là-dessus. Le troisième bouton, là aussi on y reviendra plus tard pour les menus, c'est le bouton menu. On verra les menus juste après. Et le 4e bouton, c'est le bouton playback. Personnellement, on s'en sert assez peu parce que là aussi, je dirais pas que c'est mal implémenté, mais c'est assez particulier quoi. Donc là, en plus, j'ai lancé un truc au pif. Bref, donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Est-ce que j'oublie des trucs? Les boutons, ok. Il y a l'emplacement des connectiques à côté droit pour les cartes mémoire. Un emplacement CFast et un emplacement carte SD, banalement. Donc ça, c'est pour la mémoire interne. Pas. On n'utilise pas pour l'instant, je vais peut-être mettre une carte SD dedans au cas où. Là aussi, je sens que cette vidéo va être très longue, mais on y reviendra plus tard, parce que nous, pour le stockage, on est, comme vous pouvez peut-être le voir, hop, ici, on a un petit SSD branché là au-dessus. Voilà, bon, où en étais-je? Pour finir le tour d'horizon de cette caméra, là aussi, il y a encore un truc que je vais reporter à plus tard. Pourquoi il y a un truc autour de la caméra? C'est une cage, on y reviendra à la fin de la vidéo.
Pour le reste des connectiques, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, j'ai même pas précisé, mais c'est une monture micro 4 tiers pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a 2 pas de vis, un en bas et un en haut, justement pour aider à fixer des cages ou des trucs comme ça, pour que ce soit bien stable. Je trouve ça vraiment super pratique, et de toute façon, si vous cherchez à rajouter une griffe comme on a l'habitude de voir sur les appareils photo, j'essaie de l'enlever. Ouais, je vais même pas m'emmerder à l'enlever. Vous pouvez bien sûr acheter des griffes à part. Il y a plusieurs revendeurs qui bien entendu, on peut la fixer directement dessus. Bien évidemment. C'est justement ça l'utilité, de pouvoir accrocher avec... c'est une simple vis, un pas de vis 1/4 il me semble. Des griffes ou des accessoires. Il n'y a pas besoin de synchro flash dans tous les cas. Une griffe flash n'aurait pas été utile. De toute façon, une griffe flash... ça peut être n'importe quel bout de métal, ça fait tout à fait l'affaire. L'écran, on va peut-être en parler parce que c'est quand même un des trucs qui est le plus imposant sur cette caméra. C'est un gros écran de 5 pouces avec une définition de 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. Il est très clair, je pense que... Franchement, ouais. Voilà, je vais pas te présenter après 10 minutes de début de vidéo, non peut-être pas 10 minutes, mais... Si tu interviens dans ma vidéo aujourd'hui, c'est aussi parce que tu t'en es énormément servi de cette caméra, et limite beaucoup plus que moi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, je voulais avoir ton avis, tes retours sur... Moi je dirais en plein soleil, sur l'ergonomie. Si tu as le soleil dans le dos et qui tape sur l'écran, il y a des reflets forcément, mais l'écran est tellement lumineux qu'on voit quand même très bien ce qu'on filme. C'est vrai que il est très lumineux et il bien a quand défini. même des reflets l'écran, donc mettre un protège-écran anti-reflet dessus, ça pourrait être intéressant. C'est pas du luxe, effectivement. J'ai vu plusieurs youtubeurs qui utilisaient déjà ça, notamment avec le pare-soleil que Tilta propose également. Bref, je balance des références en vrac. Effectivement, il s'adapte ici, il me semble. Je ne sais plus, écoute, on verra. Il me semble bien, ouais. Il s'adapte dans le creux tout autour. Bon, alors ça c'était pour la partie caractéristiques physiques, tour d'horizon de la caméra. Je suis sûr qu'on oublie encore des trucs. Les pas de vis, les boutons, les connectiques, l'écran et l'emplacement carte mémoire, c'est magnifique. On a fait le tour. Prochain chapitre. Passons maintenant au chapitre qui fâche, qui fait beaucoup de débat, c'est l'alimentation. Ouais. Et je ris sarcastiquement parce que même avant la sortie de la caméra, au début de la sortie de la caméra, avant d'avoir reçu la nôtre, je voyais les premières reviews fleurir sur des sites américains et tout, et ils disaient mais putain, la batterie, l'alimentation, c'est de la merde, ça dure même pas un quart d'heure. Et moi j'étais genre ouais c'est pas grave, les batteries LPE6 c'est les batteries les plus communes, hein, il me semble que c'est quasiment maintenant les plus communes, on les trouve pour quasiment que dalle, et du coup j'avais décidé d'investir dans une bonne dizaine de batteries, donc des Canon LPE6 qu'on peut trouver à une dizaine d'euros l'unité. Moi j'ai pris 2 lots de 4 à 40 euros chacun sur Amazon, des Neewer, c'est de la valeur sûre. Malheureusement justement cette caméra a un gros souci d'alimentation, elle bouffe la batterie, on sait pas comment elle fait, elle bouffe comme jamais. Dans le meilleur des cas, je crois qu'on a eu quoi, une quarantaine de minutes, non, un peu plus, un peu moins. Ouais. Une chose est sûre, c'est que elle fait pas la 1 heure d'autonomie annoncée par Blackmagic, et ça c'est bien dommage. Même avec la batterie officielle, attention, hein, je tiens à le souligner. Il y a plein de choses à souligner, effectivement. Genre, mais de toute façon, l'alimentation, c'est... C'est pour ça que j'en ai fait un paragraphe entier. Il y a de quoi discuter des heures, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'alimentation, certes, mais tout ce qui est batterie et reconnaissance de la batterie aussi, c'est pas tout à fait abouti. C'est justement ce que je voulais dire. Parfois, l'indicateur affiche une barre, parfois une valeur en chiffres. Cette valeur, dans tous les cas, elle peut passer de 3/4 à 1/4, remonter à la moitié, puis poup, se couper d'un coup. Ouais. Dans tous les cas. Ce qui se passe aussi, c'est que des fois aussi, en plein rush, si ça t'arrive, tu peux louper un moment important, alors que tu te dis... Ouais.
ça va, il me reste la moitié. C'est des trucs qui arrivent, on a vu. Est-ce qu'on l'a subi? Je ne sais plus, parce qu'il me semble que on pensait que ça allait et qu'en fait non, et que enfin c'était assez compliqué. Mais quand votre caméra se coupe, le rush n'est pas enregistré et du coup il y a un fichier vidéo corrompu qui en sort. Ça nous est peut-être arrivé plusieurs fois. Je peux pas dire que c'est sûr, mais en tout cas ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver, donc vaut mieux partir du principe que les batteries sont assez faiblardes. Malheureusement, même avec des trucs qui tiennent bien, mais dans tous les cas, je déconseille d'investir dans des batteries, comment dire, je vais pas dire officielles, parce qu'au final, c'est pas de la contrefaçon qu'on achète. Même celle officielle, elle est Mais nulle. justement, même les batteries de marque reconnue n'ont pas vraiment de différence. La caméra est vraiment assez peu performante à ce sujet. On peut dire aussi que c'est le symptôme qui touche aussi l'écran vidéo assist. Tout à fait. Alors plus, Blackmagic a des soucis de gestion de la batterie, je ne sais pas. Là on a l'écran Blackmagic devant nous. Pour l'instant il a l'air d'aller bien vu qu'on l'a branché sur secteur, mais bon. Revenons à nos moutons. Pour ce qui est de l'alimentation en batterie, c'est mauvais. On a des batteries à 100% qui sont bouffées entre 10 minutes et une quarantaine de minutes. Donc c'est vraiment ridicule. Sans oublier bien sûr, ajoutons à ça ce que tu viens de dire tout à l'heure, le voyant qui t'indique un petit peu combien de batterie reste n'est pas fiable du tout. Des fois il se décharge, des fois il te met qu'il est à 100% alors que la batterie est complètement naze. Ce qui arrive, c'est que parfois une batterie qui est dite à 0%, et encore 80%. Et d'ailleurs, des fois la caméra fonctionne avec une batterie à 0%. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais une fois je me souviens, t'avais pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans problème, l'indicateur te disait que la batterie était morte et tu filmais. La preuve, elle était là pendant 10 minutes. Étonnamment, quand les batteries sont annoncées mortes, qu'on les marque chargées, elles ont toujours plus ou moins 40%. Ouais. Donc, à mon avis, c'est un problème qui sera corrigé parce qu'il n'est pas physique. Là aussi, je pense qu'on en reviendra plus tard dans la vidéo, c'est tout ce qui est problème de firmware, en espérant que Blackmagic corrige tous ces problèmes. Encore une fois, spoiler, hein, cette caméra a beau être excellente, la plupart des inconvénients qu'elle a se corrigent. Je pense qu'ils se corrigent très facilement avec des mises à jour de micro-logiciels. Et de toute façon, je vois pas vraiment quoi dire de plus. Pour finir sur le sujet de l'alimentation, il n'y a pas que les batteries LPE6. On peut également la recharger avec ce fameux petit câble 12 volts directement via l'adaptateur. Malheureusement propriétaire. Malheureusement propriétaire, ça ressemble à un câble qu'on connaissait, il me semble. Oui. Mais c'en est pas un. Ce serait une prise proche de ce qui se fait dans le cinéma, mais c'est pas ce standard-là. C'est dommage. On peut juste espérer aussi que Blackmagic vende les chargeurs à part pour ceux qui veulent les bricoler, se faire des demi-batteries et tout. Les demi-batteries, apparemment, ça va sortir aussi. Enfin, que ce soit en LPE6 ou en 12 volts, rechargeable par USB. Et il y avait encore une façon de la recharger que je pensais avoir lu. Et au final, bah, je viens de vous le dire, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas. Il me semblait qu'on pouvait recharger en USB-C. En tout cas, on a testé et bah, ça ne marche pas. C'est vraiment dommage. Mais de toute façon, nous, on utilise l'USB-C pour l'enregistrement sur SSD. Bref, ainsi se clôt le paragraphe sur l'alimentation de cette caméra. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Ben, disons que oui, il y a les demi-batteries d'étape pour ceux qui veulent, on avait vu ça. Ouais, il y a du d'étape, mais le problème de ça, du... c'est qu'on peut pas la switcher avec la caméra allumée, sinon elle se coupe vu qu'elle n'a pas de batterie. De toute façon, on peut pas la switcher à chaud, donc il en faut deux. Ouais. Et deux d'étape V-Lock sur l'épaule, ça te nique l'épaule. Exactement. Là, tu auras un setup à 10 kg. La seule solution, c'est qu'il sort des câbles comme ceci vers USB-C. Vu que l'USB-C peut faire du 12 volts sans problème, ça serait une très 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 bonne solution. Avec les petites batteries à 30 € USB-C qu'on trouve à gauche à droite,
On pourrait la fixer sous le rig et ce serait parfait cette caméra. Au niveau de l'alimentation, le problème serait quasiment totalement résolu, je pense. Ouais, bah il n'y a plus qu'à espérer que ces petits bugs soient résolus. Et j'ai rien de plus à rajouter. On va passer au prochain paragraphe. Suis-je prêt pour ça? Les menus. Nouveau chapitre, les menus, donc accessibles à partir du 3e bouton ou du 5e selon les goûts de chacun. Donc les menus, très intuitifs, j'en parlais tout à l'heure, c'est full tactile, ça se balaye facilement au doigt, c'est un vrai plaisir à utiliser. Donc, dans la première page du menu Record, vous avez le choix entre ProRes et RAW. Et bien sûr, le gros avantage de cette caméra, c'est que ça fait du RAW. Malheureusement, les fichiers sont horriblement lourds. Et j'aurais quand même aimé que Blackmagic ajoute un codec. Alors ok, même si c'est une caméra cinéma, j'aurais aimé qu'ils ajoutent un codec encore plus léger que le ProRes pour ceux qui n'ont pas d'environnement Apple, si tu veux. Avec une petite reprise d'idée de chez Sony pour faire des profils d'image et pouvoir faire un profil plat. Oui, enfin comme beaucoup de caméras, faire des profils d'image, effectivement. Mais avoir le choix autre que du RAW et du ProRes. Alors il me semble, et là encore c'est pas totalement sûr aussi, que Blackmagic va sortir son RAW propriétaire, le Blackmagic RAW. Il me semble qu'elle a été annoncée pour les Ursa, mais aussi probablement pour la Pocket 4K. À voir. Parce que là je suis un peu paumé pour tout ce qui est codec et tout. C'est vrai que t'en as entendu parler, toi? Tout ce que j'avais retenu, c'est qu'il était plus léger et d'aussi bonne qualité. Après, au niveau de la résolution, ou plutôt devrais-je dire définition pour ceux qui sont un peu à cheval sur les mots, il y a bien sûr de la qualité HD, donc Full HD pour le coup, 1920 par 1080, du Ultra HD 3840 x 2160 avec un petit crop sur le capteur, mais moi personnellement je l'ai même pas remarqué, et bien évidemment du 4K cinéma, 4K DCI à 4096 par 2160, voilà. Que dire de plus? Moi personnellement je reste en Full HD à 50 images par seconde parce que vu le poids des fichiers, oh là 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 là, il vous faudra des terras et des terras si vous comptez utiliser. Un téra pour 20 minutes, je sais plus en RAW, c'est ça? Non, je sais pas quoi, mais je sais plus. J'ai l'air con dit comme ça. Il me semble que c'était ça, on peut regarder par le fait. Par contre, moi ce que je peux te dire, c'est que j'avais un fichier de quasiment 1 giga pour 8 secondes de vidéo en RAW 4K ou 4K DCI, je sais plus. Les fichiers sont horriblement lourds, donc vous avez intérêt à avoir du bon stockage. Je l'espère, si vous comptez vous lancer dans cette aventure des caméras cinéma. La plage dynamique, ça c'est magnifique. Il y a un profil que j'utilise à fond qui s'appelle Extended Video, qui est à mon goût très bon. Parce que il a une plage dynamique de taré par rapport au profil vidéo classique. Sans dénaturer les couleurs. Sans trop dénaturer les couleurs. Alors bon, les plus pointilleux feront de l'étalonnage. Mais moi je trouve que même pour du run and gun ça passe. Le run and gun, encore une fois, ça on y reviendra plus tard aussi. C'est un petit débat, est-ce que c'est possible? On verra. Et bien évidemment, il y a le mode film, donc ça ressemble un peu à du log, mais c'est pas du log. Je ne sais pas quoi dire de plus là non plus. Personnellement, je reste en extended vidéo parce que ça me convient. Et pour tout ce qui est, si vous voulez approfondir les menus, regardez notre vidéo parce que nous, on n'est pas non plus... on n'est pas des professionnels, on est là pour faire des bonnes vidéos, des jolies vidéos. Ce qui nous a aussi beaucoup plu, c'est la capacité en basse lumière totalement hallucinante pour dans un capteur micro 4 tiers. Encore une fois, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mon Dieu, qu'est-ce que cette vidéo va être longue, je vous l'épargne. Bah non, je vous l'épargne pas. Regardez-la. Bref, on va passer à la suite. Le Window Sensor, donc ça c'est pour un crop du capteur. Là non plus, j'ai pas vraiment compris à quoi ça servait. Pour le framerate du projet, on a, tenez-vous bien, du 23,98 frames par seconde, du 24, 25,
29,97, 30, 50, 59,94 et 60 images par seconde. Donc autant dire qu'il y a le choix. Je vais personnellement me remettre en 50, voilà. Off-speed recording, c'est si vous voulez aller plus vite, moins vite que... Enfin, pour avoir des ralentis ou des accélérés, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Sur la caméra. Directement sur la caméra, mais attention, on va aller juste après dans le truc à côté. La carte préférée pour l'enregistrement, donc CFast ou carte SD ou la carte la plus pleine. Personnellement, j'ai mis la plus pleine, mais au final, il ne met pas l'option du SSD. Donc, à quoi ça sert de dire que ça peut enregistrer sur SSD si au final, il te le propose pas? Bref. Moi, j'estimerais que peut-être dans tous les cas, après à tester, vu qu'on l'a pas fait, il fait une copie sur le SSD. Ou alors, il fait en priorité, il enregistre sur le SSD s'il en détecte un. Possible. Bon, et puis de retour après, bien évidemment, la fameuse coupure des 30 minutes parce que Sony n'a pas la licence. Petite astuce, la Black Magic là, donc c'est cool. Ça nous permet d'en parler justement. Ça nous permettra d'en parler, donc là, encore une fois, on repousse un peu à la fin de la vidéo parce que, bien la preuve que cette vidéo sera horriblement longue. On en était dans les menus. Donc il y a le Stop Card Drop Frame. Est-ce que je l'avais dit dans le premier plan? Est-ce qu'on peut le sauver le premier plan? Je ne sais pas. Qui simplement indique quand coupure de... Putain, c'est de la merde. J'ai le coupé au montage. Stop Rec If Card Drops Frame. Magnifique accent anglais. C'est tout simplement pour arrêter l'enregistrement au cas où la caméra détecte une chute de FPS, voilà, tout simplement. Dans le troisième petit onglet du menu Record, il y a une superbe option Timelapse en natif, donc il n'y a pas besoin de se faire chier en post-prod d'après. On s'en est énormément servi pendant le petit voyage en Belgique. Je vous montre ce que ça donne, tout simplement. Vous pouvez choisir... déjà d'activer ou pas l'option timelapse, mais aussi de capturer une frame toutes les quelques frames, donc ça va de 2 à 10 frames, et de toutes les 1 seconde à 10 minutes, donc ça vous donne des intervalles assez, comment dire, ça vous donne le choix, on va dire, voilà. Il y a le Detail Sharpening qui propose de lisser un petit peu l'image. C'est un truc qu'on suggère de faire en post-production. Ouais. Donc personnellement il est éteint, mais une fois allumé, vous avez le choix entre par défaut, moyen et élevé. Ouais. En niveau de détail de sharpening, comment je pourrais appeler ça? C'est la netteté, non? De netteté, lissage, je sais pas trop. Pour le timelapse, on peut préciser que quand il est activé, il y a une petite montre qui s'affiche en logo. C'est joli ça, comme ça tu ne fais pas de bêtises. Tu fais pas de bêtises, et aussi ça te dit le temps que tu peux enregistrer en timelapse. Si tu fais que du timelapse sur par exemple ton SSD, par exemple si t'as 600 minutes de vidéo restantes sur ton SSD de 1 Tera, on dit ça par exemple, ils te diront bravo, vous avez 15 000 images restantes, enfin 15 000 minutes restantes pour du timelapse au paramètre actuel. Voilà pour le timelapse et pour le detail sharpening. Et le troisième petit paragraphe, c'est record LUT to clip. Si vous voulez enregistrer les LUT sur le clip, c'est explicite, je sais même pas pourquoi on passe du temps là-dessus. Deuxième onglet, l'onglet Monitor qui vous propose d'activer ou de désactiver un HUD sur soit l'écran de la caméra, soit l'écran que vous branchez en HDMI, ou soit les deux. Oups, les deux avec une option particulière. Voilà. Et ça s'entend peut-être à ma voix que je commence à fatiguer. Ça frustre un peu de parler 10 minutes dans le vent pour se rendre compte que le plan n'a pas été enregistré. On va positiver. Troisième onglet, c'est l'onglet audio où vous pouvez choisir votre source audio. Là, il y a
un petit truc qui frustre quand même, c'est que par exemple si vous branchez votre micro en jack in, il n'est pas automatiquement détecté, c'est à vous de lui dire, voilà, de définir que la source est en jack. Cela dit, ça laisse aussi beaucoup d'options. À l'inverse, si on débranche le micro et que on ne change pas et les voilà, paramètres, pas de son. Pas de son. Pas Ah de bah son. merde alors. Cela dit, voilà, ça laisse un petit peu de marge parce que vous pouvez choisir un canal mono ou stéréo, donc des deux côtés. Il y a deux channels 1 et 2, pour la gauche, pour la droite ou pour du mono si jamais ça vous intéresse de faire du mono. Donc en dessous, bah, il y a tout ce qui est level, le niveau, le gain, tout ça, ça se paramètre même depuis le menu principal avec le vumètre. Le volume du casque, le volume du speaker intégré et une magnifique alimentation Phantom XR. Que t'as peut-être un truc à dire? Bah, le fait que la batterie est pas très bonne, je sais pas trop si c'est. Ouais, est-ce que c'est une bonne option? Bah, de toute Voilà. façon, si votre micro a besoin d'une alimentation fantôme, vous emmerdez pas, il y en a une intégrée. Quatrième petit onglet, c'est l'onglet Setup, où il y a toutes les informations de base, des informations constructeurs et tout. Quelques préférences personnelles, déjà il y a la date et l'heure, ce qui est déjà pas mal. L'anglais qui est la langue par défaut, vous pouvez en importer d'autres. Donc j'imagine le français, mais il y en a sûrement plein d'autres que vous pouvez importer via USB. La mesure du shutter par l'angle ou par la vitesse. Personnellement j'ai l'habitude de la vitesse parce que on a eu des hybrides, on a eu des réflexes et tout ça. L'angle, c'est encore une notion que je comprends pas très bien. Mais voilà. C'est pas ce qui permet de limiter le rolling shutter aussi? Probablement. Je veux pas dire de conneries, je vais déjà m'attirer les foudres de Mathieu Mizihara ou Miziraka. Mais putain, je sais même pas quoi. Bis à toi si tu passes par là, vieux. Flicker Free Shutter Based On, c'est un flicker free, comme son nom l'indique. Et désolé de faire beaucoup de franglish, mais là je l'ai sous les yeux et j'arrive pas à faire la translation. La traduction. Tu sais, c'est la vidéo normale est bilingue. Les anti-scintillements. Voilà, l'anti-scintillement basé à 50 ou 60 Hz. On a vu dans les deux cas que ça marchait pas toujours très bien. Encore une fois, des magnifiques plans d'illustration. La stabilisation d'image, ça c'est uniquement si votre objectif est compatible. Pareil pour le timecode drop frame, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, je l'avais zappé celui-là. Ouais. Timecode drop frame. Ah oui, c'est si le timecode drop les frames, j'imagine. Mon dieu. Oui. Le deuxième onglet de l'onglet Setup, je vais pas m'attarder longtemps, je pourrais passer énormément de temps. Menu personnalisé. Menu personnalisé. Si vous avez la caméra, vous passerez beaucoup de temps dessus. Et après, justement, vous n'aurez plus besoin de passer du temps puisque vous aurez 3 petits boutons de réglage qui seront accessibles directement en une fraction de seconde après avoir été réglés. Donc moi je vous l'ai dit en début de vidéo, mes 3 boutons personnalisés, c'est le Focus Assist en F1, les zébras en F2 et le Clean Feed en F3. Tout simplement parce que je trouve ces options très utiles. Mais il y a plein d'autres options. Il y a les fausses couleurs. Il y a les zébras, les grids, les safe area, la stabilisation, etc. etc. D'ailleurs, je vais remettre mon truc en quoi il était? En Focus Assist, voilà. Vous pouvez choisir de paramétrer et d'appliquer ces paramètres sur l'écran de la caméra, sur votre écran externe HDMI ou sur les deux. Voilà. Troisième petit onglet de l'onglet Setup, le Tally. Est-ce que vous savez ce que c'est le Tally? C'est un LED. Ouais, on pourrait dire. Est-ce que LED, c'est un voyant témoin d'enregistrement? Un voyant témoin, voilà, on va le dire en français parce qu'il y a beaucoup trop d'anglais dans cette vidéo. Je vais vous le montrer à la caméra, le Tally, qu'est-ce que c'est. Et voilà, c'est là, c'est ici, voilà. C'est la petite lumière rouge qui s'allume une fois que l'enregistrement enregistre.
Mon Dieu, ça devient ridicule. Ouais. Vous pouvez choisir de l'activer et de le désactiver, ça peut être utile dans les deux côtés. Si vous choisissez de l'activer, bah il y a 3 puissances, moyen, bas et élevé. Voilà. Ouais. Ça c'est très bien, franchement. Vous pouvez choisir l'intensité de la petite diode rouge. Le désactiver, c'est bien quand on veut faire un plan rapproché de nuit pour éviter d'avoir cette espèce de lumière un peu orange, rougeâtre, Tout à moche. fait. Et à l'inverse, avoir un tali, c'est toujours super pratique pour quand on fait du run and gun ou quand on fait sur des plateaux télé. Pour éviter que les gens prennent la pause devant nous. Ouais, et pour voir que ça enregistre. Mais quand même, on voit... quoi, ça peut être discutable. J'allais dire, on voit que c'est une caméra. Bref, on va voir la suite du menu. Il y a quand même une belle gueule d'appareil photo. Ouais, sinon on va revenir à 30 minutes. On va devoir faire une 3e prise. Ouais. Donc vous pouvez restaurer le paramètre d'usine si ça vous chante, hein, pourquoi pas, ou avant une revente, pourquoi pas. Black shading, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un petit titre black shading. Il y a sûrement pour calibrer le capteur. Il y a les idées de hardware, de software, et il y a les options de playback si vous voulez lire, prévisualiser tous les clips ou clip par clip. Voilà. Ensuite, le quatrième menu de l'onglet Setup, c'est les options Bluetooth. Pour tout vous dire, on ne s'est pas trop attardé là-dessus. Non. Encore un truc qu'on ne s'est pas attardé, c'est le 5e onglet, c'est l'onglet Presets. Il y a du temps à passer là-dessus. Ouais. Bah, c'est les pré-réglages. C'est des pré-réglages tout simplement. Vous pouvez régler votre iris, votre shutter, votre ISO, votre... je te balance des termes à la volée parce que j'ai pas envie de m'embêter à les... Mais plutôt les réglages. Court métrage et long métrage que du plan vidéo clip. Globalement, si vous avez par exemple plusieurs cadreurs sur une même caméra, vous faites... caméra pré-réglage John et pré-réglage Gilles. Voilà. Gilles et John. Oh mon Dieu. C'est tombé bien bas l'humour sur cette chaîne. Mais voilà, si vous avez plusieurs cadreurs qui ont l'habitude de bosser avec des paramètres différents, par exemple les 3 boutons de fonction du dessus, personnalisables, typiquement pour ça. Mais vous pouvez aussi faire des pré-réglages du shutter ou de l'ISO, comme je viens de vous le dire. Le 6e onglet au-dessus, c'est les luttes. Là aussi, si vous êtes vidéaste pro, semi-pro, j'espère que vous savez ce que c'est. Ouais. Là non plus, on va pas trop s'attarder. Il y en a 4 qui sont préinstallés dessus. Vous pouvez bien évidemment en importer d'autres. Et voilà, bah c'est des luttes. Vous pouvez les appliquer directement ou les appliquer sur le clip, comme on avait vu tout à l'heure. Est-ce qu'on oublie un truc dans les menus? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Peut-être le petit bug. Il y a un bug de firmware actuellement, j'espère qu'il va être corrigé incessamment sous peu, qui peut arriver dans de très rares cas, j'insiste là-dessus. Ça nous est arrivé 2 fois, 3 fois en 2 mois. Non, même 2 fois, hein. Que l'écran tactile devient totalement fou. Je pense que c'est dû à une surchauffe de l'appareil, mais ça peut aussi être dû à du firmware, c'est un peu des deux, je ne sais pas. L'écran devient fou, ça vous clique partout et ça vous dérègle certains paramètres. Je ne sais pas si c'est que sur cette caméra, sur mon modèle que j'ai moi, mais apparemment c'est arrivé à d'autres personnes. Donc à prendre avec des pincettes. Mais je pense que ça va être corrigé, sincèrement, je me fais pas de soucis là-dessus. Bref, on va finir ici ce paragraphe, ce chapitre sur tout ce qui est menu, ce petit tour d'horizon des menus. On se retrouve tout de suite pour un petit débrief avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur cette caméra. Bon, au final, on a beaucoup parlé de cette caméra, on a fait ce que limite tout le monde pourrait faire, c'est-à-dire un tour d'horizon de cette caméra, une présentation, tout ce qu'il y a de plus normal. On fait que de commenter une fiche technique à la limite. Mais maintenant, on va en venir à notre avis personnel, et surtout toi, Volta, qu'est-ce que t'en penses, vu que c'est toi qui l'as énormément utilisé, bien sûr moi aussi, mais qu'est-ce que c'est les plus et les moins de cette caméra selon toi? Les plus pour une caméra de cinéma, je dirais déjà son poids. C'est vrai. Son poids, franchement.
Ça se laisse porter quoi. Ouais, carrément. Je sais pas qu'est-ce que c'est l'alliage de. Ça doit être. Aucune idée. C'est pas du magnésium, j'avais vu la matière, bah je vous la marquerai C'est plutôt dessous. courant, J'aime bien effectivement. m'emmerder au montage, j'aime bien m'emmerder à écrire des trucs au montage. Je vous marque le nom de la matière ici. Et en tout cas, c'est très léger, on est d'accord là-dessus. Alors moi je dirais, alors les avantages, son poids, la taille de son écran. Après je mets un sous-point noir qui n'est pas orientable, mais bon, Ouais, ça aurait pu on va être, dire c'est une caméra ça- cinéma et tout. ça aurait mais pu être intéressant de pouvoir au moins le lever le légèrement pivoter ouais, en hauteur. ou Ouais. le baisser légèrement pour faire certains plans au sol ou en plongée ou ce genre de choses. Après, ouais, ce que j'en pense, ouais, l'ergonomique. Elle a une bonne prise Ouais. en main, même sans rig, elle se prend bien en main sans rig. Surtout qu'au moment où on l'avait, on n'avait Ouais. pas encore la cage On et n'avait tout. pas la cage. Bon après c'est sûr, si on enregistre avec le SSD, c'est déjà plus craignos. Parce que t'as le SSD qui se balade et tout. Mais au final, si t'as de quoi fixer le SSD, c'est sûr ça peut très bien se prendre à la main comme ça. Mhm. Voilà. On peut T'as... simplement fixer une pince Manfrotto à 10 boules sur le dessus, basta. À quoi. 5 boules au Black Friday. Oui, oh, c'est bon. Ouais, ça passe après. D'autres avantages, inconvénients à y trouver. Son parc optique. Ouais. Son parc optique, parce que Bah, franchement. c'est du micro 4 tiers. Voilà. Alors après on aime ou on n'aime pas. Je sais que ça fait beaucoup Parce de que débat. les caméras cinéma ont souvent des montures qui voilent la peau du cul. C'est sûr. Et là, tu peux recycler des tonnes d'objectifs à 3-4 boules que tu retrouves Honnêtement, pour avoir du full frame et du micro 4 tiers, moi je trouve qu'on s'y fait. On s'y fait. Faut juste faire gaffe au crop factor Mais de x2. Comme je disais justement, avec ce genre de monture ultra courante, on peut faire justement les brocantes, les ventes comme ça qu'on peut voir un peu partout. Et avec des vieux objectifs micro 4 tiers, on peut avoir des objectifs full manuel. Tout à fait, avec un adaptateur et tout. Maintenant, les micro 4 tiers, on les trouve surtout. Ouais. Et Donc, aussi les montures CCTV. Mhm. Les fameux objectifs, on en trouve pour 25 € neuf sur Amazon. Des 25 mm f1.7, 1.8. Et C'est pour le ridicule. prix, la qualité est pas dégueulasse. Ouais, Il ça a- passe. Ça Il a passe, un c'est du lens full flare un manuel. peu particulier et faut pas serrer trop la bague, sinon les lamelles se percutent et se déforment. Mm. Mais si on fait attention, ça peut être. C'est vrai que pour le parc optique, c'est aussi un bon choix, même Ouais. pour des objectifs. Bon, je suis bien conscient qu'on n'achète pas une caméra à 1200, 1300 € pour foutre des objectifs à 20 boules dessus. Mais rien que pour le choix, que ce soit artistique ou quoi, voilà. Moi, j'aimerais aussi conclure avec mon avis personnel du coup. Donc, ça rejoint tout ce que tu as dit. Mais il y a un point que tu as oublié qui m'étonne beaucoup, c'est quand même la capacité en basse lumière. Cette Ah oui. caméra est hallucinante. J'ai envie de dire, avec cet objectif Sigma là qui est actuellement monté sur la caméra, c'est un 16 mm f1.4. Certes, il ouvre beaucoup, mais c'est un micro 4 tiers. De 8. Il rivalise avec mon A7 III. C'est quand même assez dingue de se dire qu'une caméra quasiment 2 fois moins chère fait tout aussi bien. Ouais. Pour du micro 4 tiers, j'aime bien souligner Pour du là-dessus micro 4 tiers. parce que le Sony c'est quand même un full frame. Très honnêtement, le micro 4 tiers qui a toujours été critiqué pour ses photosites très peu performants basse lumière, pour le coup là, entre le GH5S et cette caméra, Encore une fois, je peux être chiant et dire que c'est pas la même utilisation. Mais par exemple, pour en venir au Lumix GH5S, il n'a pas non plus la stabilisation. exact. Donc au final, moi j'ai envie de mettre un petit point d'honneur à dire que oui, cette caméra peut faire du run and gun. On lui ajoute 2-3 trucs et elle peut faire du run and gun. Oui, c'est sûr. Si Blackmagic voulait s'orienter vers des caméras plus run and gun, une stabilisation mécanique, optique ou quoi, un autofocus et
une meilleure autonomie avec des batteries qui tiennent mieux la charge. Là, c'est le gros point noir chez Blackmagic. Très honnêtement, Ces 3 points-là, et ça devient une caméra je run and pense que gun. l'autofocus peut être parfaitement rajouté en tant que firmware. Peut-être. C'est simplement un contrôle automatique avec une IA du moteur. Donc au final, qu'elle soit déclenchée par l'utilisateur ou par le changement de l'image, ça peut être techniquement rajouté en firmware. Mais ils le feront très probablement pas vu que c'est pas du tout l'orientation. C'est vrai que c'est pas la rotation, mais comme dit, nous, on l'a utilisé en tant que caméra run and gun, c'est-à-dire que on est allé en convention, on a filmé, on n'a pas préparé de plan, on n'avait même pas de trépied sur la première convention. Et ça fait des plans magnifiques. Autre gros plus que je lui mettrais, c'est sa plage dynamique en natif. Comme je vous ai dit, en mode extended vidéo, c'est absolument magnifique. J'ai rien à dire de plus là aussi. On peut avoir un feu de camp dans l'obscurité, pas trop cramé, voire quasiment pas, et voir les gens autour sans qu'ils soient totalement bouchés. Et vu la différence, rien qu'à l'œil nu, j'ai des fois l'impression qu'il y a une meilleure plage dynamique des fois qu'à l'œil nu. Donc, ouais, c'est vrai. C'est plutôt déjà, rare. les appareils actuels, donc ceux qui vont sortir les années prochaines, et même ceux qui sont sortis à partir de l'année dernière ou de cette année, sont quand même vraiment de mieux en mieux. Et même par rapport à l'œil humain, deviennent totalement fous. Alors bien sûr, nous, on n'a pas l'avis d'un expert, l'œil d'un expert. Mais nous, ce qu'on en voit, c'est que même pour des photos de famille, bien sûr, c'est un peu overkill pour des photos de famille, mais pour des photos de convention, pour des passionnés, des gens qui sont vraiment... qui aiment faire de la vidéo, qui aiment faire du cinéma ou des trucs comme ça, c'est vraiment la caméra qu'on ne peut que recommander. Je la recommande à des associations. Des associations. Voilà, des associations comme celle dont je fais partie, moi. Oh, mais t'arrêtes pas de faire de la pub déjà à la vidéo d'avril. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est totalement la cible pour ces caméras, quoi. Tout à fait, des associations de ciné, qui ont peu de subventions. peut-être même des écoles. Je sais que... Les écoles, elles ont souvent des subventions, elles peuvent les prendre pédagogiquement, mais je pense qu'elles auraient la majorité du temps les moyens de prendre mieux. Après, je pense plutôt aux petites assos, aux passionnés, à ceux qui ont... Moi, je parle pas aussi beaucoup des d'argent. écoles parce que je sais que le lycée dans lequel j'étais, bon, du temps où j'étais, ce qui était il n'y a pas non plus méga longtemps, mais ils utilisaient encore des caméras DV. Et récemment, il me semble qu'il y a quelques années, ils ont pris des caméras Blackmagic. Et j'ai vu ça dans un reportage. Et moi, j'ai fait « Ah tiens, c'est marrant ça !» Et ils auraient pu encore attendre pour prendre une Pocket Cinema Camera 4K. Eh ben, tu sais quoi, on va aller les voir et puis on va leur faire un petit contrat là. Nous ne sommes pas commerciaux chez Blackmagic, mais en tout cas, cette caméra nous convient totalement, on ne peut que la recommander. J'ai sûrement oublié plein de trucs, dans ces cas je suis vraiment désolé. Je n'ai même pas fini, moi, avec mes plus, les moins. Je me suis encore noté, là les notes, c'est vraiment pas pratique de les foutre juste derrière moi, mais c'est pas grave. Je suis comme ça, c'est ma personnalité, je suis un boulet. On aurait dû les fixer ici en fait. On aurait dû les fixer ici, mais je suis persuadé qu'il y a encore plein de petits détails qu'on n'a pas abordés dans cette vidéo. Si c'est le cas, si vous n'avez pas encore cette caméra, si vous la voulez, si vous êtes intéressé, même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions en bas là dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que j'ai jamais beaucoup de commentaires sur cette chaîne et je suis mordu de vidéos. Pour vous dire, on serait même dans la possibilité de faire des plans tests de démo pour ceux qui voudraient. tout à fait. Mais ce que je veux en dire, c'est qu'on est tellement mordu de vidéos qu'en début d'année, on avait encore un vieux Canon 700D et que là, on a investi et on est en mode overkill. Et ça m'a presque foutu mal de recevoir cette caméra, je vais pas dire avant tout le monde, mais à voir que des personnes ont précommandé cette caméra et ne l'ont toujours pas reçue. Donc, dans l'attente d'éventuellement, si vous avez reçu, enfin, si vous avez précommandé cette caméra et que vous voulez des infos dessus avant de la recevoir, si vous voulez anticiper des trucs, parce que c'est aussi pour ça que j'ai commencé cette vidéo de review, c'est parce que à la base ça partait d'un commentaire sur la vidéo d'un autre type. Donc, par rapport à ça, si vous avez la moindre question
où je pourrais vous répondre par rapport à cette caméra, ou même par rapport à cet objectif, ou par rapport à ce rig. C'est encore ce rig, j'en ai pas parlé. Ah, mais on c'est peut pas parler grave. d'un détail qu'on a remarqué. On peut hier. pas tout parler non plus. Le petit détail qu'on a remarqué Ah, hier. oui. C'est le truc complètement. Ah, bah je l'ai pas trouvé. Il y a une clé Allen sous cette cage pour la Black Magic, c'est la cage Small Rig. Je l'ai remarqué hier au hasard, comme ça. Mais comme dit, il y a tellement de trucs qu'on pourrait se paumer. Parce que là, on discute comme des vieux, limite comme des passionnés qui pourraient parler pendant des heures. On va pas vous faire une vidéo de 5-6 heures. C'est ridicule. Donc si vous avez des questions, par pitié, n'ayez pas peur. Posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et toi aussi d'ailleurs. Bah, oui. Bien évidemment. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter. J'ai peur de dire qu'est-ce qu'on peut rajouter parce qu'on va encore partir pour 10 minutes. Ouais. Je sais que j'ai dit on viendra dans la vidéo, on viendra plus tard. Je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois dans la vidéo. Je dis pas qu'on a plus le temps, mais ça commence à devenir long. Ouais. Donc j'ai juste envie de dire merci beaucoup à vous d'avoir eu le courage de regarder cette vidéo. On n'est pas encore des pros, surtout pas pour la présentation qui, mon Dieu, est ridicule. Ouais. On aime bien le format un peu délire entre potes. Ouais, J'avais vu ça sur une page Wikipédia aujourd'hui. Où on se prend vraiment pas la tête, donc on discute limite en face à face ou avec des potes ou comme ça. Mais j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Posez vos questions dans les commentaires si vous avez n'importe quoi au sujet de cette caméra ou de ses accessoires ou de ses optiques ou n'importe quoi qui concerne le matériel. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sûrement une autre fois pour une review ou je ne sais quoi. Ça viendra. Ça viendra, on a encore beaucoup de trucs à dire, beaucoup de trucs à faire, on a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Mais en tout cas, merci. Et mon Dieu, c'est tout trop, fait au moins 2 minutes. Bah ouais, mais ouais, c'est n'importe quoi. Limite, les gens, ils ont envie de dire, bah couche, vas-y, coupe la vidéo. Bah ok, bye bye, à bientôt.